Cannabis, tramadol, cocaïne, solvant et héroïne, ces drogues citées par ordre de pourcentage de consommation enfoncent 10% de jeunes Camerounais, 60 parmi eux âgés de 20 à 25 ans se recrutent en majorité en milieu scolaire. Une sonnette d'alarme dénoncée il y a quelques mois par le Comité national de lutte contre la drogue du ministère de la Santé publique et la Commission des droits de l'homme. D'après cette dernière institution, le Cameroun serait même considéré comme un importateur majeur et un point de transbordement pour le cannabis produit localement et acheminé vers certains pays africains. Comment identifier et mettre fin au circuit illicite de stupéfiants qui gangrènent et tuent à petit feu un nombre de citoyens non négligeable? C'est la question sur la table de Twilight qui se propose ce soir de défoncer le trafic illicite des drogues en droite ligne avec la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue observée mercredi 26 juin 2024 au Cameroun, notamment. Des experts criaient sur le volet, des mémoires vives, des intelligences fleuries et aguerries vous propose en présentiel les meilleurs arguments pour stopper la saignée causée par ces drogues. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Comme invité sur le plateau en présentiel, notamment Benoît Steve Bell-Meuillon, expert en réduction des risques et des dommages liés à l'usage des drogues. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. C'est un plaisir d'être parmi vous pour essayer de décortiquer un peu ce domaine qui, c'est une joie pour nous aujourd'hui, est de plus en plus étalé sur la table, quelque chose qui pendant longtemps a été négligé. Donc c'est une joie d'être là. Alors en face de vous, notamment Jean-Claude Messomon, expert en lutte anti-drogue et aussi appui psychosocial aux victimes des drogues. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'être invité une fois de plus sur ce plateau pour parler d'un caillou dans la chaussure, un caillou qui mine la société et qui détruit la société. Merci tout. À vos côtés, nous avons notamment Sophie Mélanie Agnès Tangana, chargée de la communication au Comité national de lutte contre la drogue du ministère de la Santé publique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis bien Sophie Tangana, chargée de communication au Comité national de lutte contre la drogue et je suis très ravie d'être parmi vous. Comme nous le disons toujours, la drogue, c'est une affaire de tous et c'est ensemble que nous allons éradiquer ce phénomène. Last but not the least, Dr Marilène Kémé, médecin addictologue, experte ou alors consultante en réduction des risques liés à l'usage des drogues de l'hôpital, en service à l'hôpital central de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Issou, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Alors, je le disais, il y a à l'instant la journée consacrée à la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues a été observée hier, mercredi 26 juin 2024. Quelles ont été les activités qui ont marqué cette journée-là, notamment au ministère de la Santé? Ok. Hier, c'était la 37e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Et nous avons mené une caravane mobile sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les artères de Yaoundé, les arrondissements de Yaoundé 1er, 2e, 3e et 4e, dans le cadre de la sensibilisation et aussi de la réduction du produit qui ne fait que prendre de l'ampleur. Et ensuite, nous avons aussi eu des activités dans nos centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie, des journées portes ouvertes, des journées de sensibilisation, les conférences d'éducation.
Et nous allons continuer avec l'adoption du plan stratégique national de lutte contre la drogue qui tend de la période de 2024 en 2030 à partir du 4 juillet 2024. Nous allons clôturer toutes ces activités par une déclaration de presse par Monsieur le ministre de la Santé le 11 juillet 2024. Merci. Docteur Marilène, vous étiez aux côtés des parents dans un cadre de sensibilisation notamment. Ils sont très concernés par cette problématique. Absolument. Ce que nous avons constaté au Centre La Vie, c'est que les parents sont au cœur des problématiques que nous pouvons observer chez les enfants. C'est toujours un parent qui est absent, un parent qui est décédé, un parent avec lequel on a une relation problématique, difficile. Donc, et finalement, on questionne également l'éducation du parent. Comment est-ce que cette éducation est menée? Est-ce qu'elle est trop rigide? Est-ce qu'elle est trop laxiste ou permissive? Et finalement, ça construit un individu qui n'est pas tout à fait adapté, n'est-ce pas, à l'environnement dans lequel on évolue. Donc, le parent est au cœur de la prise en charge, c'est un acteur de la prise en charge. C'est pour ça qu'à côté des thérapies de groupe que nous avons pour nos patients, nous avons créé le Pass Addict, qui est un groupe dédié aux parents. Donc c'est un groupe où les parents pourront libérer leurs paroles, parler de leur souffrance, la souffrance d'être le parent d'un enfant qui a une addiction. Et c'est un groupe vraiment dédié où ils pourront se sentir seuls. Donc c'est un groupe de soutien et de solidarité pour les parents. Ils pourront finalement se rendre compte que peut-être que ma démarche n'était pas tout à fait la bonne. Peut-être que mon enfant n'est pas finalement le plus pourri comme je le pensais. Les autres mènent également un combat et il y a des résultats, même si ils sont petits, ils sont minimes. Ça veut dire que le combat doit être mené. Donc au Centre La Vie, c'était vraiment le lieu de partager avec les parents le Pass Addict. Et c'est un groupe, une plateforme qui va accueillir les parents souvent les mercredis. Alors, vous nous diriez ce qu'il en ressort notamment de leurs propos, ce qu'ils vous ont dit tout au long de ces échanges-là. Docteur Bell, à quelle activité vous vous êtes consacré ce mercredi 26 juin? Le mercredi 26 juin, nous sommes consacrés à des activités de terrain, parce que je fais déjà partie d'une organisation qui est Empower Cameroun. C'est une association communautaire d'usagers de drogue, c'est-à-dire composée d'anciens consommateurs et de consommateurs de drogue actifs. Parce qu'on ne peut pas traiter un mal sans toutefois être plus proche des personnes les plus concernées. Et on ne peut pas connaître les besoins des usagers de drogue sans toutefois travailler avec eux. Donc notre organisation a été fondée sur ce principe-là. Et du coup, nous avons travaillé le 26 juin sur les activités de terrain, plus spécifiquement les activités de sensibilisation sur les risques liés à la consommation de drogue, les activités de dépistage de VIH/SIDA. Et puis aussi, nous avons fait des groupes de parole, des focus groups, pour collecter les besoins spécifiques aux consommateurs de drogue hommes et aux consommatrices de drogue. On va dire ici des consommateurs de drogue et des consommateurs de drogue injectables. Parce que oui, il y en a au Cameroun qui s'injectent de l'héroïne, il y en a qui s'injectent du craba. Donc du coup, nous avons aussi axé des thèmes lors de cette journée pour parler des droits des usagers de drogue. Parce que être un usager de drogue ne nous enlève pas notre humanité. On va certainement y arriver à cette question-là. Le temps d'accueillir Jean-Claude Messomo, expert lutte anti-drogue. Monsieur Messomo, vous qui êtes passé par ce chemin, celui du consommateur de drogue, aujourd'hui vous en êtes délivré. Oui, Madame Messo, je voulais commencer mon propos par un verset biblique, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je suis un ancien drogué, dealer, braqueur, violeur et militaire. J'ai gâché ma vie volontairement et celle des autres autour de moi. Et quand je vais vers les jeunes, je leur parle de mon passé. J'explique aux jeunes que même si tu es à quel degré, à quel niveau en bas dans la drogue, tu peux ressortir si tu le veux. Tout est dans la volonté. Mais je ne dis pas que sortir des drogues est facile. Tout est dans la volonté. Le 26, ACD était
dans les terres. Les terres, ce sont les foyers de drogue. Nous, on fait les activités dans les foyers de drogue parce que il faut, comme le docteur Bell disait, il faut connaître l'usager. Et le connaître, il faut vivre avec lui. Et nous avons fait des activités de jour et de nuit parce qu'il y a des terres où il y a des foyers de drogue où ils viennent consommer de nuit. Et nous sommes partis là-bas faire des causes éducatives avec eux pour les sensibiliser, pour dire aux gens que le message du chef de l'État est encore en disant que la jeunesse est le fer de lance. Mais cette jeunesse ne peut pas être une jeunesse de drogués. Il faut que les jeunes eux-mêmes prennent conscience que la drogue détruit. Et que celui qui consomme la drogue, il fait deux choses. Il se détruit et il enrichit quelqu'un d'autre. Et celui qui consomme la drogue ne s'aime pas. Alors, on parle donc de drogue, mais on aimerait déjà savoir c'est quoi ces drogues-là dont on est censé lutter contre le trafic aujourd'hui. Docteur Marilène Kémé. Écoutez, si on prend les chiffres, les dernières statistiques de l'ONU-DC, les Nations Unies contre le crime et la drogue, on se rend compte qu'en ce qui concerne les drogues licites, on a un Camerounais, je parle de l'alcool, on a un adolescent sur 8, des adolescents âgés de 13 à 15 ans qui ont déjà consommé de l'alcool. Donc c'est une consommation d'alcool très précoce. Et on va se rendre compte que ces jeunes qui commencent à consommer de l'alcool très précocement augmentent leur risque de décéder avant l'âge de 9 ans de 9%. Et en ce qui concerne le tabac, qui est une autre drogue licite, on a un écolier, un élève sur 4, parce que je parle d'écolier parce que c'est avant l'âge de 10 ans qui a déjà fumé la cigarette. Donc il va être soit dans un contexte où papa fume ou bien maman fume, ou bien on l'a envoyé acheter de la cigarette, et sur le retour, il va essayer ce qu'il va souvent faire. Donc les chiffres sont vraiment alarmants. En ce qui concerne la cigarette, on a quand même 1 100 000 fumeurs au Cameroun. Et ce qui est de plus grave encore, c'est qu'on a 7 millions de victimes de tabagisme passif au Cameroun. Ce sont les données de 2023. Donc on peut imaginer qu'elles sont extrêmement récentes et suffisamment alarmantes pour que justement le ministère de la Santé publique veuille lancer cette vaste campagne de sensibilisation dans laquelle nous sommes. En ce qui concerne les drogues illicites, on voit une montée, n'est-ce pas, des drogues injectables, comme les autres l'ont mentionné, de plus en plus de tramadol, d'héroïne est consommée, et ça veut dire que la drogue va créer donc cette désinhibition qui va être également une désinhibition comportementale, sexuelle, avec à risque de contracter, n'est-ce pas, les infections sexuellement transmissibles. Donc, on voit quand même qu'il y a une augmentation de l'usage de drogue à l'horizon 2030 de 10%, ça c'est dans le monde entier, et 40% seulement en Afrique. Donc vraiment, c'est pour dire que les faits sont graves, il faut absolument pouvoir prendre des mesures qui vont protéger, n'est-ce pas, la population et qui plus est les jeunes contre ce fléau. Et le thème de cette année, c'est les faits sont là, investissons dans la prévention. Donc je pense que au niveau de la prévention, c'est dans ce sens-là que le Centre La Vie a placé les parents, n'est-ce pas, au centre de leur action et mis devant leurs responsabilités, parce que finalement, il y a plusieurs en tout cas intervenants dans la gestion ou la prise en charge, n'est-ce pas, des questions de drogue qui doivent prendre leurs responsabilités. Alors, docteur Benoît Steve Bell Meuillon, expert en réduction des risques et des dommages liés à l'usage des drogues, on a tout de suite su avec le docteur Kémé tout à l'heure ce que c'est que les drogues, mais comment est-ce qu'elles arrivent à infester les milieux tels que ceux, ou alors celui des jeunes notamment, qui sont une cible privilégiée? Ok, je voudrais ajouter déjà à ce qu'elle a dit, à ce que le docteur Kémé a dit. En plus de ces drogues-là, du cannabis, de l'héroïne qu'elle a cité, nous avons aussi la cocaïne qui est en augmentation sous sa forme appelée crack ailleurs, mais chez nous appelée caillou. Le caillou est de plus en plus consommé, et même pas des jeunes, des plus jeunes. Avant, on s'alarmait lorsqu'on disait que quelqu'un consommait du cannabis, localement appelé chez nous le mbanga, le gué, le chanvre indien. Maintenant, un jeune de 12, 13, 14 ans commence par la cocaïne. Il ne commence même pas par le chanvre. Il commence
par consommer la cocaïne. Donc c'est en augmentation et ça devient de plus en plus alarmant. Revenons à votre question. Comment est-ce que la drogue entre? La drogue entre parce que nous avons des failles sécuritaires, on va le dire comme ça, parce que la cocaïne n'est pas produite au Cameroun, l'héroïne non plus, elle vient forcément par des ports. Mais le cannabis, si. Le cannabis, il est localement produit dans presque toutes les régions du Cameroun, on en produit. Vous allez voir la cocaïne, l'héroïne passer donc soit par des ports. Vous avez encore vu dernièrement, on a pu intercepter à l'aéroport de Douala une grande cargaison de cocaïne qui provenait du Brésil. Donc parfois il y a ces différentes failles sécuritaires et des grandes quantités de drogue arrivent à entrer au pays. Maintenant, une fois que c'est à l'intérieur, nous avons les dealers, nous avons les jeunes qui deviennent aussi des jeunes dealers. Pourquoi est-ce qu'ils sont la cible privilégiée? Pourquoi ces dealers-là s'intéressent particulièrement à ces jeunes? Parce que le jeune est vulnérable de par sa jeunesse. Le jeune, c'est un inconscient. Nous avons fait des erreurs, la plupart de nos grosses bêtises, c'est quand nous étions jeunes. Donc du coup, on sait qu'un jeune qui est à la quête de nouvelles expériences, à la quête de nouvelles sensations, du coup va chercher à s'intéresser à de nouvelles choses en fonction de sa compagnie. Et surtout de ce que nous voyons aussi à la télé, de ce que nous voyons dans des émissions. Vous avez de plus en plus par exemple, de vidéos, de vidéogrammes, de clips, de chansons, de musiciens qui font des chansons en passant à la télé, en consommant de l'héroïne, en consommant de la cocaïne et qui servent d'idole à beaucoup de jeunes. Du coup, ils veulent les imiter. Ils aimeraient faire comme eux. Donc, ils vont, à travers les différentes compagnies, pouvoir tomber sous l'emprise de ces différentes groupes-là. Et voilà, une fois qu'un jeune a commencé à consommer, c'est la flambée. Il tombe dans l'addiction, qui est une maladie. Docteur Kémé pourra mieux nous expliquer cela. Et il tombe dans l'addiction. Et un jeune vulnérable dans l'addiction trouve tous les moyens possibles pour pouvoir se procurer sa drogue et est une cible facile pour les dealers à ce moment. Jean-Claude Messomo, aujourd'hui vous travaillez avec ces jeunes-là, notamment pour qu'ils puissent s'affranchir de cette drogue. Aujourd'hui, quand vous regardez leur comportement, est-ce qu'ils sont plutôt réceptifs à vos conseils? Les jeunes que j'approche, ou alors que la structure ACD approche, ils sont réceptifs. Les jeunes ont deux problèmes que nous avons remarqué sur le terrain. On leur vend le rêve, la vie facile. Le rêve. Et le premier problème d'abord des jeunes commence, je vais dire ça clairement, c'est la famille. C'est la famille. Ce que tu ne veux pas causer avec ton enfant, le dealer qui est un fin psychologue va causer avec ton enfant la plus mauvaise des manières. Il y a les enfants qui sont abandonnés. Un jeune, parfois, parce que moi, quand j'étais dans le circuit, j'ai recruté des jeunes, j'ai transporté. Et je peux vous assurer que les jeunes sont abandonnés. Ça commence par la famille. Parce que si le parent laisse un enfant, le parent qui est le tuteur, et l'enfant est sous son autorité, l'enfant est dehors à 21h pour voir un match de football. Je demande à un enfant que tu fais quoi dehors à 21h? Il dit que je vois le match. Qui va t'ouvrir la porte à la fin? Il dit que c'est mon papa. Il dit si c'est ton papa, j'ai dit à mon cœur que si le papa est coach, qui suis-je? Si le papa décide qu'il devient sous l'autorité de l'enfant, il va se lever, va ouvrir. Tu connais que ton enfant consomme des drogues. Tu connais que ton enfant est brigand. Tu connais que ton enfant dérange. Et tout ça a commencé à la maison. Mais quand on veut tuer ça dans l'œuf, tu dis que il faut accoucher ton enfant. Et quand l'enfant se retrouve au commissariat, à la brigade ou bien au parquet, c'est toujours le parent qui prend l'argent à la tontine et donner 3 millions, 4 millions pour que l'enfant sorte. Comment ne voulez-vous pas qu'un dealer, parce que la drogue est juteuse en milieu scolaire, en milieu jeune, elle est juteuse. Pour que la drogue quitte d'un point à un autre, il faut un individu. Il faut un individu. Et on dit à un jeune que, d'où tu vois là, si tu portes la drogue du Carrefour Messassi pour Imana, tu as 500 000. On ne lui dit pas que si on t'arrête,
tu auras 15 ans de prison. Et moi, mon travail, c'est ça. Je dis aux jeunes que si si quelqu'un t'approche, il te dit que transporte la drogue, devient élève dealer, refuse, demande-lui de prendre ses enfants et qu'il devienne élève dealer. S'il veut trop t'enrichir, refuse ce côté de la richesse, dis à ce monsieur que va enrichir tes enfants. La drogue est juteuse. C'est pour ça que les jeunes se mettent dedans parce qu'on leur vend un rêve. On fait comprendre aux jeunes que c'est facile d'avoir l'argent et que tout le monde vend la drogue. Tout le monde vend la drogue. Tout le monde fait quelque chose qui est mauvais pour avoir l'argent. C'est faux. Ça, c'est ce que, même quand j'étais dans le circuit, je savais que tout le monde vole, braque et fait quelque chose qui est mauvais pour avoir l'argent. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ne font pas ces choses-là, mais qui ont leur argent et qui vivent. Et personne n'a réussi dans ces circuits. Personne. J'ai trouvé les aînés dans ces circuits. Aujourd'hui, ils sont quoi? D'autres sont des fous, d'autres sont en Nairobi, comme des malades mentaux. Ils sont là. Parce que tu ne peux pas passer le temps à faire du mal aux gens, à détruire les enfants des gens et croire que toi, tu vas prospérer. C'est impossible. Tu ne peux pas. Alors, Sophie Mélanie Agnès Atangana, chargée de la communication au Comité national de lutte contre la drogue du MinSanté notamment. Les chiffres font état de la consommation des drogues telles que le cannabis, 58% associé au tabac, le tramadol, 44% notamment, la cocaïne, 12%, les solvants, 7%, l'héroïne 5%, ce sont les chiffres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun en 2022. Ces chiffres ont-ils évolué avec du temps? C'est vrai que Dr Barilène Kémé signalait déjà une augmentation en Afrique, une augmentation globale de 40%. C'était 40% de consommation. D'accord. Oui, elle dit bien à l'horizon 2030. Ces chiffres sont plus ou moins exacts et elle le sait bien. Nous avons des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie qui, en 2023, ont ressorti environ 2000 personnes consommatrices de drogue, parmi lesquelles les jeunes de 20 à 29 ans étaient les plus addicts. Et les drogues les plus consommées sont l'alcool, le tramadol et le cannabis, comme le disait déjà M. Bell. Mais il faudrait savoir ici que les drogues locales l'emportent essentiellement sur les drogues importées. dont les drogues artisanales. Les champs de drogue, les champs de cannabis, bien que le cannabis ne soit pas autorisé, se retrouvent déjà dans la plupart des régions, comme il a dit tout à l'heure, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est ce cannabis-là qui fait tous ces ravages-là. Et je pense personnellement que si nous pouvons tenir le taureau par le corne, parce qu'actuellement, au Premier ministère, il y a tout un comité interministériel de lutte contre le cannabis. Et ce comité-là a dans son point plusieurs ministères qui travaillent en collaboration avec les autres départements ministériels. Et au niveau du Comité national de lutte contre la drogue, nous avons 6 sous-comités qui travaillent en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Les 6 sous-comités sont le sous-comité de la prévention. Lui, il est présidé par le ministère de l'Éducation civique et le sous-comité de l'offre et de la demande, y compris le sous-comité du traitement, et ils sont directement présidés par le ministère de la Santé publique. Nous avons également le sous-comité du contrôle de la répression et de la législation. Lui, il est présidé par le ministère de la Justice. Et enfin, nous avons le sous-comité des relations internationales. Lui, il est présidé par le ministère des Relations internationales. Donc, en ce qui concerne la réponse institutionnelle, nous avons également dans les 10 régions 19 centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, dont 2 sont dans la région du centre, un à l'hôpital central et un autre à l'hôpital Jean. Avec le docteur Marilène Kémé, qui est le chef de ce CESAPA-là. Et il ne faut pas confondre avec les services de psychiatrie d'hôpital Jamou, parce que généralement, quand les patients arrivent, ils pensent toujours qu'ils sont des fous. Ils ne sont pas des fous, il faudrait qu'ils soient pris en charge en tant que personnes qui souffrent tout simplement. Donc, en ce qui concerne la réponse, c'est sur ce point-là. Mais j'aimerais aussi dire ici que si le problème de la drogue a pris de l'ampleur, c'est parce que dans le temps, la répression a été mise en exergue au-dessus de la prévention. Comme elle a dit tantôt, le thème de cette année, c'est les faits sont là, investissons dans la prévention.
les saisies, certes, mais qu'avons-nous fait dans le cadre de la prévention? Et c'est cette prévention que nous sommes en train de mettre sur pied pour éviter d'augmenter les chiffres comme elle venait de le dire. Ce sont des chiffres prévisionnels, ils ne sont pas arrêtés. Donc c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied avec les organisations de la société civile et l'ensemble des autres départements ministériels. Comme je l'ai dit tantôt, dans le temps de jeu, la drogue, c'est une affaire de tous. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce n'est que le ministère de la Santé qui s'occupe de la drogue. Tout le monde est concerné. Les parents dans le cadre de la responsabilité, comme il a dit, les jeunes qui donnent des conseils, les anciens dealers qui se rétractent et qui disent devant ce n'est pas bien. Et nous essayons de mettre en avant des lois qui doivent aussi être respectées. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle du trafic illicite, c'est-à-dire que la drogue continue de circuler et ces circuits d'approvisionnement-là, vous les avez certainement identifiés. Est-ce qu'il y a un travail pour notamment stopper que cette drogue-là continue d'avancer? Oui, effectivement, dans le plan stratégique national que nous sommes en train de mettre sur pied, je vous ai dit que sa validation va suivre le 4 juillet prochain. Ce plan-là a plusieurs axes, dont la réduction de l'offre. Et la réduction de l'offre aussi fait état des dealers, de tous ceux qui essaient un peu de faire entrer les drogues sur le territoire national avec la gendarmerie des saisies. Nous avons également toute une cellule anti-trafic dans les aéroports pour saisir ceux qui essaient de voyager. Comme le disait M. Moussomon, on essaie de faire croire aux jeunes que si tu parviens de traverser avec de la drogue infiltrée, parfois même dans ton propre corps, puisque certains avalent, tu pourras devenir très riche de l'autre côté. Ils sont tous traqués à l'aéroport. Donc nous mettons vraiment l'accent sur la répression, mais tout en restant focus aussi dans la prévention, parce que c'est un aspect que j'ai dit que nous avons pendant longtemps négligé. Alors, on poursuit ce débat, notamment qui porte sur les drogues, défoncer le trafic illicite avec vous, Dr Marilène Kémé, médecin addictologue. Quels sont les impacts de la drogue sur la santé aujourd'hui? Écoutez, l'impact est multiple parce que en réalité, il y a deux dimensions dans l'installation de l'addiction. Il y a d'abord une dimension qui va être psychologique parce que ça dépend, elle est en rapport avec le construit de l'individu. Comment est-ce qu'il est? Quelles sont les influences qu'il a eues en termes d'éducation, en termes etc. C'est ça qui fait qu'il va être vulnérable ou pas à ce qui va se trouver devant lui. Donc à quelqu'un qui va venir vouloir lui faire passer de la drogue, etc. Donc il y a cette dimension psychologique qui fait que l'individu va avoir un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, un besoin d'affection, un besoin d'attention. Donc il y a tous ces besoins-là qui ne sont pas comblés au niveau de la cellule familiale, que l'individu va aller, n'est-ce pas, rechercher à l'extérieur dans une conduite addictive qui est par exemple en rapport avec la drogue. Maintenant, il y a la dimension physiologique ou physique, c'est-à-dire que ce que la drogue va créer dans l'organisme, dans le corps. Et là, ça implique une structure qu'on appelle le circuit de récompense qui est dans notre cerveau. Donc notre cerveau, normalement, nous donne une récompense qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone du bonheur. Quand je mange, je reçois de la dopamine, je suis contente. Quand je suis contente, j'ai de la dopamine. Quand j'ai des rapports sexuels, quand je fais du sport, j'ai de la dopamine. Mais la drogue vient dévier le fonctionnement normal de ce circuit de récompense. Et du coup, je vais me retrouver avec plus de dopamine que prévu. Et donc, je serai dans un état d'euphorie, dans un état de bien-être, etc. Et c'est cet état que le consommateur va rechercher de manière systématique. Et là, il va aller vraiment, ce n'est pas le seul déréglage que la drogue va entraîner, mais elle va également entraîner un dérèglement au niveau du comportement, dont l'individu va privilégier des actions de consommation plutôt que des actions normales comme rendre service, manger, etc. Donc, il va avoir un trouble au niveau de la priorisation des choses. Ça veut dire que vous confiez l'argent du loyer à quelqu'un, au lieu d'aller payer le loyer, il va aller d'abord consommer, bien il va aller sécuriser sa dose et il peut se retrouver donc dans un problème. Donc, il y a ces deux dimensions qui sont importantes à relever dans l'addiction, donc cette dimension psychologique et la dimension physiologique. Et c'est ça qui apporte dans la complexité dans la prise en charge, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne choisit pas de devenir addict. On ne choisit pas de devenir addict. C'est
beaucoup plus complexe et nous sommes heureux que le gouvernement ait pris conscience que nous sommes devant une maladie, nous sommes devant une pathologie et il faut mettre un ensemble de mesures sur pied pour véritablement, n'est-ce pas, assurer une prise en charge et qu'on puisse récupérer. Vous avez vu que si on agit sur le plan, c'est pour ça que la prise en charge répond au modèle biopsychosocial. Donc, si on fait un certain nombre de choses au niveau de l'hôpital et on ne travaille pas sur l'environnement, on aura des récidives. On va renforcer l'individu, on va lui dire tu es un champion, tu peux y aller, etc. Et à la maison, on lui dit tu es un drogué, tu es un vaurien, tu es un ceci. On n'aura pas de résultat. Donc il est très important, et c'est d'ailleurs pour cela qu'à l'hôpital central, au centre de la vie, on a créé ce PASSADIC, le groupe dédié aux parents, pour qu'on montre aux parents ce qu'ils ne voient pas. Parce que quand les jeunes sont au centre, ils parlent. Parce qu'ils arrivent, personne ne les juge, personne ne les regarde de haut, personne ne les gronde. Ils ont la possibilité de s'exprimer sur leur souffrance, sur ce qu'ils vivent, sur la difficulté à sortir, sur leurs rêves. Et quand ils sont à la maison, ils sont muets. Et donc, on veut que les parents puissent voir qu'ils ont un rôle à jouer n'est-ce pas, dans la prise en charge. Donc, je pense que c'est vraiment toute une dynamique qu'il faut mettre sur pied en ce qui concerne la drogue. Docteur Bell, c'est là notamment présenter les impacts sur la santé, mais il y a également les impacts sur la vie des jeunes en milieu social. Oui, un autre impact sur la santé est en lien avec les modes de consommation de drogue. Les consommateurs de drogue, généralement, ce qu'on appelle, ils sont très larges en matière de partage. Que ce soit le partage du matériel, que ce soit le partage du produit en lui-même. Par exemple, je vais fumer un filon de cannabis et puis on va me faire un petit geste comme ça et je vais passer mon cannabis. Si j'ai la tuberculose et je partage mon filon, il va le prendre. J'ai parlé tout à l'heure du caillou. Pour en consommer, on utilise ce qu'on appelle des pipes à crack. Ici, chez nous, localement, on appelle ça le toka. Le toka, beaucoup ne savent pas en fabriquer. Du coup, vous allez arriver dans un terre où vous allez trouver 2 tokas pour plus de 100 consommateurs. Si une personne a l'hépatite B, si une personne a la tuberculose, si quelqu'un a une infection qui peut passer par la salive, c'est passé par là. Même chose pour la chicha qui est aujourd'hui très répandue dans les boîtes de nuit. Exactement. Aussi, les injecteurs, ils se partagent les seringues. Du coup, si quelqu'un a le VIH, c'est passé par là. En plus, la consommation de drogue baisse la vigilance. On parle par exemple de la drogue licite, l'alcool. Beaucoup consomment de l'alcool. Une fois qu'ils ont consommé de l'alcool, ils sont sous. Ils n'ont plus de vigilance. Par exemple, s'ils vont avoir un rapport sexuel, ils ne vont pas dire où est le préservatif. Tellement on est excité et en même temps on est sous, on ne va pas se poser les questions. D'autres encore, à cause de la consommation des drogues, vendent leur corps pour pouvoir s'en procurer. Des filles comme des garçons se tombent dans la prostitution pour pouvoir se procurer de la drogue, ce qui les rend vulnérables aussi au VIH et à d'autres maladies. C'est ce que je voulais ajouter, donc, sans oublier les différentes IST et MST. Les maladies chroniques non transmissibles également. Très bien. Enfin, les maladies chroniques comme hypertension artérielle, diabète, qui sont également le résultat de la consommation. Exactement. De drogue. Donc, du coup, au niveau social, la drogue a un impact fort sur un jeune. Elle a dit tout à l'heure, la priorisation change. La priorité d'un consommateur de drogue n'est plus de manger. Et je me souviens encore, on a fait un documentaire récemment du côté d'un terre à Mokolo. Et là-bas, il y a un consommateur qui a dit, je peux passer 2 jours sans manger. Et je ne peux pas faire 30 minutes sans fumer. Ça nous a beaucoup marqué. Et oui, si quelqu'un arrive à un niveau, sa priorité c'est fumer et il ne se nourrit même plus, comprenez que son comportement n'est plus raisonnable. Beaucoup d'enfants, à cause de la consommation de drogue, lorsque beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas le phénomène de dépendance, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le manque, se retrouvent dans des conflits avec les enfants. Je vais vous dire, un enfant ne devient pas violent quand il a consommé généralement. C'est vrai qu'il y a certaines drogues, comme l'héroïne,
qui peuvent rendre quelqu'un assez nerveux. Mais le consommateur de drogue, et je parle peut-être sous le contrôle de mon frère Msomo qui est là, est plus agressif quand il est en état de manque. Il est plus prompt à agresser quand il est en état de manque. Parce que quelqu'un qui a déjà faim ne va plus chercher la nourriture. Si vous avez soif, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'eau si vous êtes dans le désert. Du coup, un consommateur de gros qui est dans le manque, à ce moment, la priorité pour lui est de donner la réponse à la demande qui a été fournie par son corps. Donc, lorsque il n'y a pas la réponse, on devient nerveux, on devient susceptible, et du coup, on devient violent. Donc, un parent qui ne comprend pas, ça va voir l'enfant qui commence à agiter, peut-être parce qu'il a réussi à le bloquer à la maison. Il n'arrive pas à sortir. Tout son corps lui demande d'aller chercher de quoi consommer. Mais il n'y a pas moyen. Il devient hyper violent. Donc, ça crée des troubles au niveau de la famille. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est le même phénomène qu'on va retrouver, par exemple, dans les milieux scolaires. Aussi, la drogue, vous savez, les consommateurs de drogue aussi souvent, ils sont amoureux de leur drogue plus que d'une femme. C'est-à-dire, un usager de drogue peut passer facilement 5 mois, 6 mois sans avoir de rapport avec une femme, mais ne blague pas avec sa drogue, il est jaloux. La plupart du temps, quand vous voyez les gens se bagarrer dans les terres, être violents les uns avec les autres, souvent c'est un phénomène banal. Hein? Quelqu'un a pu acheter son caillou à 10 000. Il a juste une petite quantité dans sa main qui tient à peine dans un doigt. Et puis tu le bouscules comme ça. Et ça tombe. Et quand c'est tombé dans la boue, c'est tombé quelque part où il ne peut plus récupérer. Mais je vous dis, il peut avoir mort d'homme. Et donc, du coup, autant de choses arrivent. Je pense que le plus gros impact qui arrive et qu'on aperçoit qui est la violence en milieu jeune et tout, c'est beaucoup plus parce que les gens autour des consommateurs ne comprennent pas en réalité ce qu'ils sont en train de traverser. Alors, Jean-Claude Msomo, quels sont les signaux qui doivent alerter les parents? Les parents doivent se faire former. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que quand on fait des séminaires avec les parents, on présente aux parents les typologies des drogues. Tout à l'heure, madame en a parlé des drogues. Au fait, au Cameroun, nous avons un sérieux problème avec les drogues locales. Un sérieux problème. Si vous demandez à un éducateur social, est-ce que tu as déjà vu la taille sur 5? Devant tu dis que oui. Le reste, ils ne peuvent pas te dire. La drogue, c'est quelque chose où pour combattre la drogue, il faut voir, il faut aller sur le terrain. Nous avons ce problème parce que on a des jeunes drogués de 9 ans, 13 ans, que moi j'ai rencontré sur le terrain, qui sont des dealers. Et si l'État ne se réveille pas véritablement, nous aurons un mal l'irréparable. Parce que, en tant qu'ancien militaire, vous vous rendez compte que si une personne mal intentionnée prend un sac d'armes et dépose à côté de ces gens, même si le BI viendra faire quoi après, imaginez le temps de mort qu'il pourra avoir. Les drogues ne respectent personne. Si les parents ne sont pas formés à pouvoir reconnaître les drogues, savoir les effets, parce que chaque drogue a son effet. On a les drogues locales. Parfois on consomme même, c'est même la nourriture que les jeunes ont transformée. Et ça, c'est sur le terrain que j'ai découvert ça. Parce que les jeunes, imaginez-vous, il y a des jeunes à l'avenir Kennedy, ils vous demandent 200 pour manger. Mais il est toujours zoomé. Vous vous dites vraiment que c'est la cocaïne. C'est au caillou. Soyons sérieux. Le caillou coûte combien? 5 000, 8 000. Et lui fait comment pour être drogué chaque minute? C'est la question là qu'il faut se poser. À cette question, va nous renvoyer aux typologies. Pour savoir ce qu'ils prennent. Les effets. Si les parents ne connaissent pas ce que les jeunes prennent, un parent ira dans la chambre d'un jeune chercher, fouiller. Le parent cherche le chanvre, alors qu'il y a 3 types de chanvre. Oui, il y a 3 types de chanvre. Le parent cherche à tout pour le chanvre vert. Il cherche.
Ce sont pour les chambres noires et rouges. Le parent m'avait une plante à bien garder. Nous avons un problème sérieux. C'est pour ça que je dis que la drogue ne peut pas se limiter au projet. On dit qu'on va faire ça, on va faire ça. C'est sur le terrain, on doit aller sur le terrain. Si on ne combat pas ce monsieur, cette femme qui est la drogue, elle va détruire notre jeunesse, elle va détruire le Cameroun. C'est très grave. Si les acteurs éducatifs ne sont pas formés à pouvoir reconnaître les drogués au travers des doigts, au travers de la gestuelle, l'habillement, les crachats. Imaginez-vous un drogué qui est peut-être à Maltam. Maltam, ça le Semnon, du côté de avant Kousséri. Et qu'il n'y a pas de centre un centre de soins pour pouvoir reconnaître. Tu fais comment? Tu vas l'amener à Marois. Et Marois Maltam, c'est au moins 20, disons, si la route est bonne, c'est 24 heures. Si la route est mauvaise, c'est 2 jours. Il faut pouvoir être formé à reconnaître les drogues. Parce que quand moi j'arrive dans une région, je me tiens et je vais vers les motomanes. Ou bien je m'assois dans un coin, je sais que les drogues que je recherche dans telle région sont telles. J'ai appris qu'il y a telle drogue. Il faut qu'ils sachent le pourquoi ils consomment les drogues là. Parce que dans chaque région, il y a chaque type de drogue. Si tu viens peut-être faire un séminaire à l'Est et que tu parles des drogues du sang, ça n'aura aucun impact. C'est pour ça qu'on tire, on tire sur le poteau. À l'Est, les gars consomment une drogue bien précise. Pourquoi ils consomment ça? Il faut savoir. Et si vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne pouvez pas. Les effets sont là. Il y a des drogues, comme M. Bell disait tout à l'heure, il y a des drogues. Quand le consommateur n'a pas pris la drogue, je vous fais une anecdote. La prison, ce n'est que la drogue. S'il n'y a pas la drogue à prison, la prison ne peut pas avoir calme en prison. Il faut qu'il y ait la drogue pour qu'il y ait le calme en prison. S'il n'y a pas la drogue, il ne peut pas. Parce que quand il n'y a pas la drogue en prison, la prison chauffe, c'est les nerfs. Les gars veulent se poignarder. C'est pour ça que parfois on relâche. Il faut que les gars se calment pour qu'on puisse encore les maîtriser. La drogue est juteuse en milieu scolaire. Pourquoi? Parce que il y a certains chefs d'établissement scolaires, qui sont des dealers passifs et actifs. Certains savent que dans mon établissement scolaire, il y a des drogues. Je le dis, je n'ai pas peur. Moi, c'est mon combat, c'est ma passion. Je le dis, j'ai envie de sauver un jeune. Mon problème, moi, je connais ce que les parents font. Je sais ce que les parents endurent. Donc, j'ai envie d'aider un parent. La drogue entre dans les écoles avec la complicité de certains responsables d'établissements scolaires. Avec certains. La drogue entre au Cameroun avec la complicité de certaines de nos autorités. Si on ne le dit pas, on ne va pas. C'est pas être anti-patriote de le dire. Il faut dire la vérité. C'est un combat. La drogue ne respecte personne. Il faut combattre. Ce n'est pas un problème du ministère de la Santé. Ce n'est pas un problème de M. Bell. C'est un problème national. Si on ne le fait pas, et la drogue marche avec les guerres civiles. Mélanie, Sophie, Agnès Atangana. Oui, merci pour ajouter de l'eau à votre moulin. Vous savez, en ce qui concerne les parents, c'est un peu délicat. Donc, on ne peut pas former tous les parents à la fois. Et je me dis, chez nous, au Comité national de lutte contre la drogue, nous avons les dépliants, les prospectus, les flyers, dans le cadre de l'accompagnement des parents, nommés conseils. Sur ces dépliants, on essaie d'apprendre aux parents comment reconnaître un enfant qui consomme de la drogue. Quand un enfant consomme de la drogue, généralement, il a des yeux rouges. Il faut bien observer les enfants. Il faut bien connaître ces enfants. Même si vous n'êtes pas suffisamment formé et que vous avez déjà ces petits signaux-là, il a tendance à toujours se cacher, à se recroqueviller, à utiliser des encens ou bien des déodorants pour masquer des odeurs. On apprend ça aux parents. À reconnaître un enfant qui devient fugitif quand les autres regardent la télévision, lui il est dans sa chambre tout seul. Pourquoi il se retrouve dans la chambre tout seul alors que tout le monde regarde la télévision? Et puis aussi à faire des fouilles inopinées quand il n'est pas là pour essayer de retrouver qu'est-ce qu'il cache. On retrouve toujours quelque chose. Et même l'accoutrement, la façon de s'habiller commence à changer. Il ne s'habille plus de la même façon. Et généralement, on leur demande aux parents de contrôler les fréquentations. Parce que c'est à partir de ces fréquentations que les enfants plongent dans la drogue. Et
Et en ce qui concerne les fréquentations, il faut savoir ici que il est très important de savoir avec qui son enfant marche, voire même qu'est-ce que les parents de cet enfant font. On va y revenir, notamment Sophie, Mélanie, Agnès à Tangana. C'est l'heure du journal sur CRTV News. Twilight vous revient juste après. Ici, docteur Marilène Kémé, quels sont aujourd'hui les moyens qu'ont les parents de prévenir, ou alors qu'est-ce qui doit les alarmer, comment savoir que là, ce que je fais est dangereux, ça peut amener mon enfant à consommer de la drogue. Puisque le thème de cette édition, c'est la prévention, nous allons parler vraiment de la prévention et la prévention primaire. La prévention primaire, notamment ce que nous allons aborder dans le Pass Addict, ce sont les notions de parentalité positive. Qu'est-ce qu'on entend par parentalité positive? On entend un mode éducatif qui est ni trop rigide, ni trop permissible, ni trop laxiste. Il faut vraiment rechercher l'équilibre et pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. Il y a des besoins fondamentaux qui sont par exemple le besoin de reconnaissance, le besoin d'attention, le besoin de pouvoir, de besoin d'efficacité. Il faut que l'enfant sache que tu es un champion, tu peux y arriver, même si tu tombes, tu peux te relever, tu peux y arriver. Ça, c'est un discours qui doit être vraiment de mise dans la bouche d'un parent à l'endroit de son enfant. On ne veut pas entendre des discours du genre « je ne peux pas faire comme l'enfant de tel ». Pourquoi? Qu'est-ce que l'enfant de tel a fait? Etc. L'enfant il a un manque d'estime de soi parce qu'il n'a pas ce sentiment d'efficacité, parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il a bien fait. On ne lui a jamais dit qu'il est beau, il est courageux, il peut y arriver, etc. Et donc, du coup, il est à la recherche de ce sentiment de reconnaissance-là à l'extérieur. Et ça peut se développer, ça peut partir en vrille, comme le sujet que nous traitons aujourd'hui. Donc, la parentalité positive est de mise. Le deuxième aspect, c'est la communication non violente. La manière, comment est-ce qu'on communique à la maison? Et une petite anecdote, j'avais reçu en consultation un père et son fils. Et je demande aux jeunes, je demande au monsieur d'abord, est-ce que vous communiquez avec votre enfant? Il dit, mais bien sûr, je communique avec lui. Après, je demande aux jeunes, est-ce que vous communiquez avec votre père? Il dit non. Ça veut dire que les deux réponses étaient diamétralement opposées, parce que pour le père, la communication se résumait à tu as étudié, tu as mangé, c'est tout. Il n'y a pas de communication. Il ne connaît pas son enfant, il ne connaît pas sa couleur préférée, son film préféré, ses peurs, ses rêves. Il ne connaît rien de son enfant. Il n'y a pas de communication. Il faut pouvoir véritablement, et ça on arrive au troisième élément, il faut dire la vérité aux enfants. Le mode éducatif dans lequel nous on a été moulés, c'est par exemple que la vie, voilà, tu vas aller à l'école, tu vas avoir le bac, tu vas te marier, c'est une ligne droite. Mais la vie n'est pas une ligne droite. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il faut dire à l'enfant qu'il y a de l'adversité, les difficultés font partie de la vie, et maintenant il faut cultiver l'attitude face à l'adversité. Et être cet exemple, parce qu'il y a aussi l'exemplarité que le parent doit pouvoir montrer. Parce que si on a un parent fumeur, il y a une forte probabilité qu'on va fumer. Parce que nos premiers modèles, c'est souvent nos parents. Donc on va vouloir faire comme papa, on va vouloir faire comme maman. Donc il faut qu'il y ait derrière une exemplarité pour que ça vienne cimenter ce qu'on a donné comme conseil à l'enfant. Et la valorisation. Valoriser l'enfant, ça veut dire le féliciter, même s'il fait 1 millimètre d'effort, c'est très important de lui dire, c'est bien, tu as bien fait, je suis fier de toi, je suis content. Ça, ce sont des choses qui sont presque inexistantes dans la bouche des jeunes d'aujourd'hui. On ne leur a jamais dit qu'ils ont bien fait, on ne leur a jamais dit qu'ils ont bien travaillé, etc., etc. Ils ont même mal fait. Ils ont même mal fait. Pourquoi ils ont mal fait? Tu as eu 12, tu as eu 13. Celui qui a eu 15 a fait comment? Il faut apprécier. Ça, ce n'est pas un encouragement. Il faut déjà apprécier l'effort, n'est-ce pas, du résultat qu'on voit sous les yeux, pour qu'il y ait ce sentiment d'efficacité chez l'enfant. Parce que quand on ne rencontre pas les besoins fondamentaux de l'enfant, on crée une vulnérabilité chez lui qui le rend, n'est-ce pas, accessible au dealer demain. Quand le dealer va le voir, il va dire que l'enfant, c'est quand je le vois, dès que je vais lui proposer ça, c'est fini.
il va voir quelqu'un qui va l'écouter, et il va être pendu à ses lèvres, et il va se rendre compte que, mais je demandais même l'argent à papa, alors que j'ai fait ça, etc. Donc, il ne va pas percuter, il ne va pas analyser les choses de manière objective, et il va se retrouver dans un schéma négatif. Docteur Bell, au-delà du dialogue, au-delà de l'écoute, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Vous savez, nous avons beaucoup de mauvaises habitudes dans notre société camerounaise. La petite anecdote, il y a une jeune fille que j'ai connue il y a longtemps. Son papa tenait un bar. Elle avait un petit garçon, on l'appelait Seydou. Et puis, tout le temps, comme elle buvait, elle boit une bière, elle donne à Seydou une bière, un verre. Quand elle se fait une bière, elle sert un verre. Ce garçon avait à peine 1 an et demi, 2 ans à peine, il marchait à peine. Il buvait déjà un verre plein de bière, au moins 3 fois par jour. Et elle, c'est un cas. Mais pour le dire aujourd'hui, Seydou, à l'heure qu'on parle, il doit avoir dans les 11-12 ans, il ne parle pas. Il n'a pas pu apprendre à parler parce que son cerveau s'est dégénéré. Il a brûlé son cerveau avant l'âge. Il a même fait un enfant pratiquement très violent. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une conversation normale avec lui. Beaucoup de parents aussi n'arrivent pas peut-être à ce niveau-là, mais ils enseignent à leurs enfants la consommation de bière, d'alcool. Ils enseignent à leurs enfants en buvant, ils boivent une bière, ils mettent une gorgée dans la bouche de l'enfant et puis il dit il faut un peu d'alcool dans le sang pour pouvoir vivre, pour être en bonne santé. Mais bien sûr que non. Ce sont des mauvaises habitudes que nous avons eu à développer. Nous avons parlé du fait d'envoyer. Aussi, j'en appelle aussi quand même à la responsabilité même des tenants de bars, des gens qui tiennent les bars. Vous ne pouvez pas accepter qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans arrive avec 500 francs, une bière. Il dit, papa m'envoie acheter la bière. Un petit enfant comme ça. Le jour où l'enfant viendra acheter la bière et que c'est pas papa qui a envoyé, mais qu'il a tellement eu envie de goûter, de boire aussi une bonne bière, il a volé 500, il est venu acheter. On est habitué à ce que l'enfant achète la bière. Ces mauvaises habitudes-là conduisent beaucoup de jeunes à consommer précocement des drogues. On commence avec la bière, parfois c'est avec la cigarette, mais ça nous donne envie d'essayer autre chose. Et c'est comme ça qu'on y va plus loin. Jean-Claude Messomo, vous tenez à donner quelques conseils alors qu'on est en période de congé. Les parents doivent faire attention à certaines actions. Oui, on est en période de congé. Et les examens, il y aura les résultats bientôt. Et mon souhait, mon vœu, c'est que tous les enfants réussissent. Mais le plus souvent, les parents, je ne sais pas ce que les parents ont en tête quand ils laissent les enfants aller fêter dans les cabarets, dans les snacks, dans les piscines, avec des amis. Parce qu'il y a des gâteaux blindés, il y a des riz sautés blindés, il y a des chichas blindés, préparés pour leurs enfants. Préparés pour leurs enfants. Et je le martèle encore ici. Je le martèle encore ici. La drogue, ce business n'a jamais fait réussir quelqu'un dans la vie. Il faut que les jeunes comprennent ça. Parce que les faux grands frères qui viennent dire aux jeunes que non, j'ai réussi parce que... Qu'est-ce qu'on met dans la réussite? La voiture, la maison. Mais la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ils finissent comment après? J'ai fini comment? Avec les pieds cassés, avec les yeux presque bousillés parce qu'on me torturait avec le poisson brisé. J'ai gâté ma vie. Je ne voudrais pas que notre jeune gâte sa vie. C'est pour ça que je prends ce combat à cœur. Je ne voudrais pas qu'un autre... Parce que les parents souffrent énormément. Les parents souffrent. Être parent et avoir un enfant drogué, le parent n'a pas de sommeil. Il n'a même plus de vie. Il n'a même plus de vie. Parce que tu vas voir un jeune qui ne se lave pas depuis 2 ans, un jeune qui a dévalisé toute la maison à cause d'une drogue très forte. Et le parent fait comment? Quand il vient vers moi, je dis aux parents que ce qu'il faut faire, c'est que tu dois te former comment vivre avec ton enfant. Sophie, Mélanie, Agnès à Tangana, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine notamment la lutte contre le trafic illicite des drogues? Qu'est-ce qui freine le trafic illicite des drogues? Il faut comprendre que, comme je l'ai dit dans le temps, nous avons vraiment mis l'accent sur la répression.
Et en mettant l'accent sur la répression, ce n'était pas un moyen de lutte. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord ajouter de l'eau sur le moulin en disant qu'il faut former les enfants à avoir confiance en eux-mêmes. Le non devient ici un mot positif. L'enfant doit apprendre à dire non. S'il veut intégrer un groupe et qu'on lui dit pour que tu intègres le groupe au même titre que nous, fais comme nous, il doit apprendre à dire non. Et dans ce non-là, il cultive sa personnalité. C'est très important. Il faudrait également amener les enfants à développer des passions telles que le sport, la musique, la danse, la natation, plein d'autres choses. Ça fait que l'enfant se défoule autrement que dans la drogue. Généralement, quand ils prennent la route de la drogue, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des facultés à développer ce qu'ils ont de mieux en eux. Donc, alors, autre question qui n'a pas été abordée, celle de la loi. Il y a bien évidemment une loi. Oui, il y a une loi. La loi a été votée depuis 1997, une loi contre le contrôle des stupéfiants. Et tout est clair dans la loi en ce qui concerne les drogues licites, illicites, les récriminations et puis les sanctions diverses. Rien à améliorer? Non, rien à améliorer pour le moment. Tout simplement mettre sur pied et respecter la loi. Bon, peut-être. Oui, Dr Bell. Oui, au niveau de la loi, je vais me permettre de le dire, il y a des choses peut-être pas améliorées sur la loi, mais à mettre en application. Un jeune aujourd'hui, la loi stipule que si on arrête un jeune pour possession de drogue ou pour consommation, il a droit à avoir la visite d'un médecin, d'un psychologue, pendant qu'il est en détention provisoire, donc dans une cellule, pour qu'on puisse déterminer si vraiment il est dépendant à une drogue, et qu'on puisse l'orienter vers un centre de prise en charge. Ce qui n'est jamais, au grand jamais fait chez nous. On arrête un jeune pour consommation, pour possession de drogue, c'est directement Kodengui. Autre chose, peut-être pas en lien avec la loi, mais pour apporter une réponse par rapport aux difficultés qu'on rencontre avec le trafic. On parle beaucoup des dealers, mais les dealers, c'est pas seulement des gens arrêtés. Imaginez quelqu'un qui a eu toute une vie de dealer. Il est allé en prison à cause du deal. Il ne faisait que ça, il ne nourrit sa famille qu'avec ça. Il ne connaît que ça. Il va en prison, il purge sa peine. Vous pensez que quand il va ressortir, il fera quoi? Si on n'a pas préparé sa sortie, s'il n'y a pas de moyens de réinsertion, de réorientation pour les anciens dealers, ça sera difficile. Ce sont des gens qui vont toujours retomber dans la même boucle. Donc, il ne suffit pas seulement d'arrêter les dealers. Je suis content parce que dans le plan stratégique où nous avons travaillé, on a prévu quelque chose par rapport à ça, au niveau de la prise en charge des anciens dealers, des anciens cultivateurs de cannabis aussi. Parce que si quelqu'un vit de la culture du cannabis ou décruiser son champ, vous pensez après qu'il va vivre de quoi si vous n'avez pas prévu quelque chose pour remplacer ou pour l'orienter. Donc c'est ce que je voulais ajouter à ce niveau. Alors on va faire un dernier tour de table, notamment sur quelques astuces pour prévenir, puisque c'est le thème de cette année. Docteur Marilène Kémé. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la prévention primaire en parlant du rôle des parents, parentalité positive, mais il y a également la promotion de la santé et la promotion de comportements sains qui est très importante. Et il faut pouvoir préserver la santé mentale. Donc savoir qu'on peut avoir un problème de santé mentale sans avoir une maladie mentale. Et qu'on peut adresser ce problème de santé mentale auprès d'un professionnel de santé mentale. Donc si j'ai 5 mois d'aéré de loyer, je n'ai pas de travail et que je perds le sommeil, je n'arrive plus à sociabiliser, je peux en parler à un spécialiste pour pouvoir sortir de là et mener des actions, n'est-ce pas, plus tard pour n'est-ce pas, m'en sortir, et ça va m'empêcher d'aller justement aller noyer mes soucis dans un casier de bière par exemple. Donc c'est très important de pouvoir véritablement investir dans la prévention, mais plus loin, au-delà des acteurs comme les parents, il faut que tous les autres sectoriels s'impliquent. Au niveau sécuritaire, ce ne sont pas seulement les frontières qui sont concernées. Il faudrait qu'il y ait une limitation, certaines mesures au niveau des bars, par exemple, parce que moi je parle des drogues illicites, en l'occurrence l'alcool, qu'il y ait une interdiction de vente pour les jeunes qui ne sont pas majeurs, donc on va dire les moins de 18 ans.
et qu'il y ait que les lieux publics, il y ait des lieux non fumeurs, par exemple pour protéger la population. Je vous ai parlé de 7 millions de victimes du tabagisme passif. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises sur pied pour accompagner cela. Et ça veut dire une amélioration, n'est-ce pas, j'ai envie de dire globale, générale des conditions de vie dans notre pays, parce que après, quand quelqu'un développe, n'est-ce pas, un problème de santé mentale, il va vouloir chercher une solution aléatoire, et cette solution aléatoire, c'est souvent une conduite addictive. Sophie Mélanie Agnès Tangana. Oui, en ce qui me concerne, je pense que Marie-Hélène a déjà tout dit, y compris le docteur Bell. Il faudrait tout simplement que nous mettons l'accent sur la parentalité positive, éviter la stigmatisation, parce que quand une personne se sent stigmatisée, elle rentre dans son coin et elle a peur d'affronter le problème, de l'exposer ou même de se confier. Et en voulant se confier, il va se confier à la mauvaise personne qui est généralement un dealer ou bien une personne qui en consomme et le circuit continue. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand une personne consomme de la drogue? Elle ne peut se sentir à l'aise qu'avec celui qui consomme déjà. Elle est vulnérable, elle va vers une personne aussi vulnérable qu'elle-même et ça crée un circuit où les deux cherchent tout simplement à attirer les autres. C'est comme un piège. Je suis piégée, je cherche à avoir autant de personnes pour que nous essayons de constituer notre communauté de drogués. Donc, il est très important que les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie que nous avons mis sur place prennent également l'accent sur la prévention, la prise en charge et l'accompagnement. Parce qu'une personne qui est droguée souffre au même titre que sa famille. Jean-Claude Messomo, un dernier mot pour en sortir. Le dernier mot pour en sortir, pour mettre le lot dans le moule du docteur Kémé, la qualité de nourriture et la quantité qu'un parent donne, nourrit l'âme de son enfant, détermine ce que l'enfant sera demain. La qualité et la quantité de nourriture, les paroles, les gestes impactent un enfant et poussent l'enfant dans les drogues. Parce que la drogue, c'est une conséquence. Personne ne naît drogué, on devient drogué, c'est une conséquence. Docteur Bell, des facteurs de risque aussi qu'il faut éviter. Bon, à notre niveau, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Ce qu'il faudrait faire pour nous, pour les parents, qui sont les premiers acteurs en ce qui concerne la prévention. Et même en ce qui concerne la prise en charge, les parents sont au premier pan. Il faut que les parents se fassent former. Qu'on fasse davantage confiance. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Beaucoup d'organisations existent en matière de sensibilisation, de prise en charge, d'accompagnement des jeunes en difficulté par rapport aux addictions. Que les parents se fassent former, que les parents se fassent accompagner. Et s'ils sont dans les difficultés, qu'ils ne pensent pas qu'ils se sentent seuls, mais qu'ils puissent contacter les experts qui existent aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous les quatre d'être venus participer à ce débat sur le thème drogue. Défoncer le trafic illicite, Benoît Steve Bell-Meillon, expert en réduction des risques et des dommages liés à l'usage des drogues. Jean-Claude Messomo, expert lutte anti-drogue. Docteur Marie-Hélène Kémé, médecin addictologue en service à l'hôpital central de Yaoundé. Et puis Sophie Mélanie Agnès Tangana, chargée de la communication au comité national de lutte contre la drogue du ministère de la Santé publique. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés, à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition de ce jeudi 27 juin 2024. Les programmes de CRTV News se poursuivent. Thank you so much. Thank you.